Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'éducation joyeuse. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de comment donner envie aux enfants, comment les motiver pour participer à des choses qu'ils n'ont spontanément pas envie de faire. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que les enfants sont plutôt curieux, qu'ils ont plutôt envie de découvrir les choses autour d'eux, qu'ils sont plutôt spontanément motivés, qu'ils ont souvent énormément d'énergie, la dynamique de découvrir des choses, etc. Mais il y a des moments où on se rend compte que c'est pas le cas. En tout cas, moi j'y ai été confrontée dans ma pratique professionnelle et du coup j'avais envie de partager avec vous mon expérience et puis ce que j'en ai tiré comme idée, comme méthode sur ce sujet-là. Pour commencer, ça me paraissait intéressant d'essayer de savoir d'où vient cette démotivation. Parce que comme ils sont spontanément, normalement motivés, pourquoi parfois ils ne le sont pas et pourquoi parfois c'est très difficile de les faire participer aux choses, soit de la vie quotidienne, soit des activités quand on est animateur, soit pour des professeurs, de leur donner envie d'apprendre, par exemple. Et je me suis rendu compte, pour moi, il y a deux causes principales. Il y a des modes de vie, un contexte de vie qui font que les enfants sont physiquement ou affectivement ou mentalement pas disponibles et que du coup ils n'ont pas envie. Donc on va y revenir plus dans le détail. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que en fait on est souvent contraint de faire des choses qui ne sont pas forcément au bon moment ou parce que simplement on est obligé et que c'est pas des choses attractives, c'est pas des choses qu'on a forcément envie de faire. Même nous adultes, hein, on est contraints de façon très régulière de faire des choses qu'on n'a pas envie. Alors nous, en tant qu'adultes, on a accueilli cette contrainte et on l'a fait nôtre. Du coup, même si on n'a pas très envie d'aller faire des courses, en fait on va les faire quand même parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Mais les enfants, ils n'ont pas encore intégré cette contrainte et du coup parfois ça peut donner des moments compliqués, voire carrément des conflits. Alors je vais faire une vidéo sur le conflit et sur comment le gérer, mais c'est pas le sujet de cette vidéo là maintenant. Là l'idée c'est plutôt de se dire comment j'en arrive pas au conflit, comment je détourne la contrainte, comment je détourne le conflit pour donner envie à l'enfant de participer malgré les difficultés que je rencontre à ce moment-là. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, moi j'ai l'impression que les causes peuvent être multiples. Alors je vais vous présenter ce que moi j'ai pu déterminer, ce dont je me suis rendu compte. Mais n'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires, ce sera forcément plus riche et plus intéressant. Alors une première chose que j'imagine, c'est que les enfants passent énormément de temps à l'école. Assis sur une chaise et qu'ils ont peut-être plutôt besoin d'activité physique. Ils auraient peut-être besoin d'être dehors plus régulièrement, de pouvoir de se dépenser davantage. Et comme cela n'est pas possible, comme du coup on ne répond pas à l'un de leurs besoins fondamentaux, en tout cas pas tout le temps, ça les met dans une situation où ils vont se sentir un peu mal, un peu tendus, pas dans des bonnes dispositions pour être bien dans leur corps. Et quand on n'est pas bien dans son corps, on a aussi du mal à être bien dans sa tête, forcément. Une deuxième chose qui, pour moi, est peut-être aussi liée à l'école, en fonction de comment les enfants vivent leur scolarité, mais il y a quand même une forme de stress assez important lié à la réussite, à la performance, et encore une fois à l'apprentissage intellectuel. Ils ont énormément de choses à apprendre, énormément de choses à retenir. Alors leur cerveau est fait pour ça, il est extrêmement flexible à cet âge-là et ils arrivent à retenir énormément de choses, mais n'empêche que cette compétition, cette nécessité de réussir et de retenir un maximum de choses peut être vraiment compliquée. Et puis pour certains enfants, en quittant l'école, ou pendant la récréation, ils vont se retrouver devant leur téléphone, ou bien devant une tablette, ou bien devant un ordinateur en rentrant à la maison. Et ils vont passer du coup de la position assise dans l'apprentissage intellectuel à de l'écran. Donc encore une fois, la réponse à leurs besoins physiologiques qui serait de se dépenser, d'exploser, de laisser sortir leur énergie, n'est encore pas possible. Du coup, alors par rapport notamment aux écrans, je vous invite vraiment à lire un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, qui nous parle des conséquences que les écrans ont sur nos enfants. Alors,
sur les enfants, mais du coup aussi sur les adultes, mais c'est particulièrement flagrant sur les enfants, et ça parle des dangers qui sont vraiment extrêmement importants et réels. Et j'ai l'impression que tout éducateur, toute personne qui participe à l'éducation des enfants a besoin d'avoir ces informations-là pour pouvoir faire des choix en conséquence. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre si ce n'est pas déjà fait. Une autre cause qui pour moi pourrait jouer dans le manque de dynamique de nos enfants, dans leur mode de motivation, c'est l'alimentation. Parce que s'ils ont un apport alimentaire qui n'est pas adapté à leurs besoins physiologiques, ils vont être fatigués et ils vont manquer d'énergie évidemment puisqu'ils manquent de nutriments. La digestion, si elle est difficile, s'ils ont un peu des maux de ventre, ils vont être fatigués, et quand on est fatigué physiquement, c'est difficile d'être disponible pour avoir envie de faire des choses et de découvrir de nouveaux espaces ou de nouvelles activités. Parmi les contraintes, je pense aussi que nos enfants ont parfois un agenda de ministres et ça leur laisse très peu de temps pour faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire des moments où il n'y a rien de prévu et juste on se pose la question de tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Et qu'est-ce qui me ferait plaisir, et du coup d'inventer, de créer, de faire des choses qu'on aime. Nous adultes, on a très peu d'espace pour ça, mais nos enfants aussi, et du coup c'est pas mal de penser dans leur agenda à glisser des temps comme ça de là on n'a rien de prévu, on n'a rien de spécial à faire, juste c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu as envie, de qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là. Et si dans ces moments-là, il peut faire ce qu'il a vraiment envie, dans les moments où il va y avoir des contraintes, il sera plus à même d'accepter la contrainte parce qu'elle ne sera pas permanente. Si la contrainte est permanente, au bout d'un moment, on pète les plombs. D'ailleurs, pour nous les adultes, c'est la même chose. Je vous invite à regarder un peu dans votre vie. Est-ce qu'il y a suffisamment un équilibre suffisant entre les temps de repos, les temps pour soi et les temps avec des contraintes liées au travail, à la vie quotidienne, à la vie de famille, etc. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de garder cet équilibre parce que quand c'est déséquilibré, on devient un petit peu énervé, stressé et on a du mal à être motivé pour faire des choses. Je me suis enfin rendu compte que pour certains enfants, un cadre trop autoritaire allait couper leur envie. Parce que s'ils sentent que la contrainte est trop forte, ou s'ils sentent que ils n'ont pas la possibilité de se tromper, la possibilité de faire des erreurs, parce que tout de suite ils vont être jugés par l'adulte, ou ils vont être grondés par un adulte qui va leur dire « Ah mais non, mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, mais c'est n'importe quoi, t'arrives à rien, etc. » Tout ça va évidemment démotiver l'enfant. Et si le cadre est trop rigide et inadapté à ses besoins, comme il n'aura pas rempli ses besoins fondamentaux, il ne sera pas disponible pour pouvoir faire autre chose. Et bien sûr, pour finir, la contrainte qui vient de l'adulte, c'est-à-dire la contrainte que déjà nous on s'impose à nous-mêmes et puis qu'ensuite on va imposer aux enfants, cette contrainte, nous on a bien compris à quoi elle servait parce que c'est en quelque sorte nous qui l'avons choisie. On a choisi de travailler dans telles conditions, la majeure partie du temps. Et parfois on ne l'a pas choisi, mais on sait pourquoi cette contrainte existe, on sait à quoi elle sert, quelle en est la cause. Et parfois les enfants ne savent pas. Alors on leur impose quelque chose qui vient de l'extérieur, ils ne l'ont pas choisi cette contrainte, et en plus de ça, ils ne savent pas pourquoi elle existe et ils ne savent pas à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir leur apporter ou qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous, adultes. Et donc je crois que c'est vraiment important de prendre ça en compte et de réfléchir à chaque fois, ah tiens, cette contrainte, c'est quoi sa raison d'être ? Pourquoi j'accepte de la subir ? Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Et du coup, de pouvoir l'expliquer aux enfants. Alors à travers les classes de découverte, moi je me suis vraiment beaucoup confrontée à cette problématique de devoir faire à des enfants quelque chose qu'ils n'ont pas spontanément envie de faire. Parce que dans une classe de découverte, il s'agit d'apprendre, il s'agit de continuer le programme scolaire, le projet de la classe qui vient en découverte, alors avec des apprentissages différents, d'autres approches, souvent ça se passe dans la nature, etc. Mais ce ne sont pas les enfants qui ont choisi les programmes scolaires, ce ne sont pas eux qui ont choisi le programme de la classe de découverte, ou alors la majeure partie du temps en tout cas, parce que c'est vrai que parfois ils ont participé à ce choix-là. Mais très souvent c'est l'enseignant qui le choisit parce que c'est lui qui sait quel sujet il est nécessaire d'aborder par rapport à son programme, par rapport à ses élèves. Il sait qu'est-ce qu'il leur faut pour évoluer le mieux possible.
Mais du coup, par exemple, un enseignant peut très bien venir en classe de découverte pour faire de l'astronomie. Et les enfants n'ont pas du tout envie de faire de l'astronomie, ou bien c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, qui ne les intéresse a priori pas tellement, etc. Et donc, eh bien moi, il a fallu que je développe des stratégies pour leur faire aimer des choses, pour leur donner envie de découvrir, pour leur donner envie d'apprendre des choses, sans qu'ils s'en rendent compte, en tout cas sans qu'ils prennent ça comme une contrainte. Parce que je crois vraiment, j'en suis assez persuadée, que quand on a envie d'apprendre, eh bien, on retient beaucoup mieux que quand on n'a pas envie. Donc j'ai développé des méthodes, j'ai essayé des choses, il y a des choses qui ont fonctionné, il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Alors je vous propose dans cette vidéo celles qui ont fonctionné. Enfin, je vous en propose quelques-unes, et puis vous verrez à travers votre propre expérience si ça fonctionne pour vous. Alors ces méthodes que j'ai testées, je pense que c'est des méthodes pour construire des animations, mais elles fonctionnent aussi dans la vie quotidienne, dans le sens où c'est assez général sur ben, le fonctionnement d'un enfant et qu'est-ce qui va le motiver de façon globale, et pas seulement en animation. Je pense que c'est aussi valable pour construire un cours pour des professeurs, par exemple. Voilà, je vais faire ensuite une vidéo plus spécifique pour l'animation. Donc je vous invite à la regarder si ça vous concerne. Mais là, ce que je vais partager dans cette vidéo maintenant, c'est plus général et c'est valable aussi pour la vie de famille, par exemple. Alors, tout d'abord, je crois que c'est quand même important de laisser un espace pour que l'enfant puisse proposer des choses, pour qu'il puisse dire ce qu'il pense, ce qu'il aime pas, etc. Ça peut être sous forme de boîte à idées. En animation, ça se fait pas mal. On met une boîte quelque part et on peut venir glisser des petits mots dedans. Et puis chaque soir, eh bien, on lit ces petits mots ensemble pour pouvoir en parler. Ou bien on organise des réunions. Ça peut ne pas du tout durer longtemps, ça peut être juste 5 minutes chaque jour. Tiens, on se réunit. Ok, ben comment ça se passe? Ben, soit dans la famille, comment ça se passe, ou bien dans le centre de loisirs. Alors, voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des propositions? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment pas trop, etc. Et puis, quand on dit qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, et ben, c'est intéressant de faire une proposition pour dire, ben, moi, cette chose-là, je l'apprécie pas, mais du coup, je préférais que ça se passe autrement, je préférais que ça se passe comme ça. Parce que sinon, on va être très vite dans quelque chose de assez peu constructif, parce que dire j'aime pas, oui c'est intéressant de le savoir, mais ça ne nous permet pas beaucoup d'évoluer. Alors que dire j'aime pas ça, donc je propose qu'on fasse autrement, et ben, j'ai eu cette idée là, on pourrait faire comme ça, eh bien ça permet de tester des nouvelles choses. Je crois aussi qu'en plus d'un espace de proposition, c'est aussi vraiment intéressant de laisser un espace de choix aux enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir parce que c'est comme ça, elles nous sont imposées. Par exemple, on est obligé de faire des courses. Par contre, les courses, on n'est pas obligé d'acheter toujours la même chose. On n'est pas obligé d'y aller avec un certain moyen de transport. Peut-être on peut choisir le moyen de transport. Peut-être on peut choisir le moment. Peut-être que pendant les courses, eh ben, on peut laisser la possibilité à l'enfant de choisir quel fruit il aura envie de manger pour ses goûters de la semaine, par exemple. Et du coup, au sein de la contrainte, de laisser un espace de choix. Ça permet eh ben, que la contrainte soit plus légère et que l'enfant se rende moins compte que, eh bien, il est obligé de faire quelque chose parce qu'on va mettre l'accent sur ce sur quoi il a le choix. Ensuite, évidemment, si la contrainte elle a du sens, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Donc, si je continue mon exemple avec les courses, on est obligé de faire les courses. Peut-être qu'on est obligé de faire les courses à cet horaire-là, ben parce qu'en fait, étant donné le travail, étant donné que les placards sont vides, tout simplement, voilà, il y a des choses qu'on va être obligé de faire, et expliquer à l'enfant pourquoi on est obligé. Pourquoi on est obligé d'aller faire les courses maintenant alors que tu es en train de jouer et que tu n'as pas du tout envie. Mais en fait, on est obligé parce que sinon, on n'aura rien à manger ce soir. On est obligé parce que je viens juste de rentrer du travail et qu'on ne pouvait pas le faire avant. Ou bien parce que après, on va être trop fatigué, que les magasins ferment, etc. Si on est nous-mêmes hyper motivés pour le faire, eh bien évidemment, l'enfant va être motivé. En fait, les enfants, ils ont envie d'être des adultes, ils ont envie d'être comme nous. Ils nous trouvent géniaux. Et du coup, ils ne cessent de nous observer pour faire la même chose. Alors si nous, on n'a pas envie, qu'on traîne les pieds, qu'on n'est pas motivé, qu'on ne trouve pas de sens, évidemment qu'ils n'auront pas envie non plus, ça c'est clair. Alors peut-être avant de proposer à l'enfant quelque chose, soi-même trouver les raisons pour lesquelles on a envie de faire cette chose-là et se motiver à la faire
pour être dans une dynamique positive au moment où on va le proposer à l'enfant. Et ça, vraiment, ça change tout. Alors concernant l'exemple des courses, eh bien les courses, oui, c'est une contrainte et oui, ça peut être ennuyeux, mais en fait c'est aussi, par exemple, l'occasion de rencontrer des personnes. Le confinement du coronavirus nous montre à quel point, ben oui, en fait, c'est super d'aller faire ses courses parce qu'on peut rencontrer des gens et que rencontrer des gens, c'est génial, c'est très agréable. Aussi, faire ses courses, eh bien, ça peut être créatif parce qu'on va choisir qu'est-ce qu'on va manger et on peut se projeter déjà dans des repas qu'on va faire, peut-être une surprise qu'on va faire à quelqu'un de la famille. Ah ben tiens, on va préparer tel repas, ça fait longtemps, on sait qu'il aime bien. Voilà, ça peut être vraiment extrêmement motivant. Tout dépend de comment on le prend et de comment on voit la chose. Et donc à nous de d'abord trouver du sens pour nous-mêmes, pour qu'ensuite, quand on va aller voir l'enfant et lui dire ok, maintenant on part faire des courses, eh bien ce soit très clair pour nous que c'est un truc super qu'on lui propose et que c'est pas quelque chose d'affreux parce que sinon il aura certainement pas envie de venir. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est trop dur en fait de se motiver, on n'y arrive pas. Il y a des moments où on va pas bien nous-mêmes et on est trop fatigué, on a trop de contraintes, on n'en peut plus. Et dans ces moments-là, eh bien, je crois qu'on peut, de façon ponctuelle, dire à l'enfant, écoute, là moi voilà, je suis fatiguée et j'ai vraiment pas envie d'aller faire des courses. Mais ça m'aiderait vachement si toi tu venais avec moi parce que du coup bah, tu pourrais m'aider, ce serait moins désagréable. En plus si on est ensemble, et ben, pour moi c'est plus chouette que d'être tout seul. Et puis voilà, tu pourras m'aider pour que ça aille plus vite, etc. Ça responsabilise l'enfant et les enfants adorent avoir des responsabilités. Mais attention parce que ça n'est à utiliser que de façon très ponctuelle. Sinon, l'enfant pourrait se sentir responsable de l'adulte. Et là, c'est, je pense, très dangereux pour son bien-être psychique. Parce que l'enfant, il ne peut pas être responsable de l'adulte. Il a besoin de sentir que l'adulte tient la route. Il a besoin de sentir que l'adulte a la force nécessaire, a les ressources nécessaires pour assurer sa sécurité. Et on ne peut pas inverser les rôles. Ce n'est pas l'enfant qui peut d'un coup devenir celui qui assure la sécurité de la famille. Ça, c'est vraiment extrêmement dangereux pour son développement. Donc à utiliser vraiment avec modération, mais je pense que de temps en temps dire à l'enfant là tu vois, moi j'ai atteint ma limite, mon seuil de tolérance, là voilà, j'ai atteint mon seuil, j'en peux plus, je suis fatiguée, et être honnête avec lui. Et je pense que c'est aussi une preuve de confiance et c'est aussi une preuve d'amour que de lui dire à un moment donné, tu vois, moi aussi je suis faillible et moi je suis pas parfait non plus. Et là, ce serait chouette que tu m'aides un petit peu. Et du coup, par rapport aux responsabilités, je crois que c'est vraiment super de confier des responsabilités aux enfants. Souvent, ça leur fait vraiment plaisir, ça les motive vachement. Pour faire des courses par exemple, eh bien, il y a plein de choses qu'on peut confier à un enfant. Alors évidemment, il faut que ce soit en fonction de son âge, il faut que ce soit adapté, il faut qu'il puisse y arriver. Et on va aussi lui donner les moyens d'y arriver. Parce que si on lui confie des responsabilités et qu'en fait il ne peut pas y arriver, c'est assez terrible parce que c'est la frustration, c'est l'échec, etc. Donc plutôt lui confier des responsabilités à sa hauteur, peut-être ça va être d'avoir le porte-monnaie et de rendre la monnaie, de s'occuper de payer à la caisse. Ça peut être le choix, ce qu'on disait tout à l'heure, le choix du goûter ou du petit déjeuner. Ça peut être une partie de la liste des courses ou quelques aliments qu'il doit aller chercher dans le magasin. Des aliments, vous savez que s'ils sont faciles à trouver, vous savez que ça va être dans des rayons assez à portée, etc. Et du coup de vraiment lui faire confiance, de vraiment lui dire ok, je te confie cette tâche et je te fais confiance et je te laisse faire complètement, je suis pas derrière toi à vérifier, etc. Je te fais confiance et si tu y arrives, enfin, ou si on y arrive ensemble d'ailleurs, si on arrive à faire les courses assez vite, si on a fait des super choix, si on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, si on a atteint notre but, eh bien c'est vraiment important d'avoir une étape de valorisation. Ça peut être la valorisation de soi-même, de l'adulte, en disant ah là là, je suis fière de ce que j'ai réussi, parce qu'en faisant ça, eh bien, on montre à l'enfant ce que c'est que la valorisation de soi-même, par soi-même. Donc c'est vraiment très très important, je pense, dans le développement de l'enfant. Et aussi la valorisation de ce qu'on a fait ensemble et de ce que l'enfant a fait.
s'il a réussi, s'il a atteint son but, eh bien lui dire waouh, félicitations, tu as vraiment réussi ce que je t'avais confié, je vois que je peux te faire confiance, je ne me suis pas trompée, tu assures. Et s'il n'y arrive pas, s'il y a échec, alors moi je préfère appeler ça une erreur parce que on ne fait jamais exprès de ne pas y arriver. Du coup, c'est juste une erreur, c'est juste les circonstances ont fait qu'on n'a pas réussi. Si on n'y arrive pas, si l'enfant n'y arrive pas, eh bien, se concentrer sur ce qu'il a appris, sur pourquoi on n'y est pas arrivé, et du coup, qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois. Parce que je pense que dans chaque erreur, il y a un apprentissage très intéressant et un apprentissage qui nous permettra la prochaine fois qu'on va le faire, eh bien, de ne plus se tromper. Et ça, c'est super en fait parce que du coup, il n'y a jamais d'échec en fait. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, eh bien, on apprend des nouvelles choses pour être encore meilleur, plus intelligent, plus efficace, plus adaptable, etc. Voilà, une petite parenthèse sur la valorisation qui pour moi n'est pas du tout la même chose que le jugement, c'est-à-dire dire à son enfant bravo, tu es quelqu'un de formidable, c'est un jugement, même si c'est un jugement positif, c'est un jugement quand même. On dit à l'enfant qui il est et qui il a l'autorisation d'être, alors que la valorisation, eh bien, c'est par rapport à quelque chose que l'on a réussi. On a réussi à faire ça et du coup, eh bien, c'est super, on est content d'avoir réussi. Mais d'ailleurs, on pourrait être aussi content de ne pas avoir réussi parce que si on n'a pas réussi, eh bien, on a appris quelque chose. Voilà. Et sur cette différence entre la valorisation et le jugement, je vais faire une vidéo parce que je trouve ça vraiment essentiel et je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et bien sûr, si on a envie de motiver nos enfants, eh bien, il est nécessaire de travailler sur leur mode de vie, d'essayer de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour être en pleine forme et du coup pour avoir envie de faire plein de choses. Alors pour être en pleine forme, eh bien, il va falloir réfléchir à l'alimentation, il va falloir réfléchir au temps de repos, il va falloir trouver un équilibre entre temps libre et temps contraint. Et peut-être diminuer la quantité d'écran et peut-être augmenter le temps de sommeil, etc. En tout cas, se questionner sur les modes de vie et sur voir la marge de manœuvre qu'on a, parce que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y en a peut-être d'autres qu'on peut changer assez facilement et sans que ce soit trop compliqué de le faire. Donc à nous de voir en fonction de nos contraintes, en fonction de nos vies, eh bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour avoir une qualité, un mode de vie qui soit le plus propice à notre bien-être. Et la dernière proposition que j'avais très envie de vous faire, eh bien, c'était de mettre un petit peu d'imaginaire dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos activités, dans la vie quotidienne, dans les cours, dans les animations évidemment, pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes et rajouter un peu de folie dans notre quotidien. Par exemple, peut-être que en fait, vous n'allez pas du tout faire des courses, peut-être que vous avez une mission spéciale d'agent secret. Parce que vous avez été contacté par le boss des agents secrets qui a vraiment que des agents qui sont hyper nuls. Du coup, il a besoin de recruter de nouveaux agents. Vous avez donc été mis à l'épreuve, vous et vos enfants par exemple. Vous avez été mis à l'épreuve pour devenir de nouveaux agents et pour ça, eh bien, la première épreuve, ça va être de retrouver un message secret qui est disséminé partout, eh bien, dans la maison ou dans la voiture. Ça dépend peut-être du temps que vous avez pour chercher. Et ce message secret, eh bien, quand vous l'avez retrouvé, vous vous rendez compte qu'en le rassemblant, en mettant tous les morceaux bout à bout, eh bien, c'est une liste de courses. Et oui, avec des indications de dans quel magasin il faut absolument faire ses courses, quelle heure ferme le magasin, et donc vous avez un timing très serré. Il est 18h, peut-être que le magasin ferme à 19h30, vous n'avez que 1h30 pour remplir votre mission et faire toutes les courses. Ensuite, dans le magasin, eh bien, on se sépare, parce qu'en tant qu'agent secret, on sait bien qu'on gagne du temps si on n'est pas tous au même endroit. Et puis, il faut être très discret. Donc, on va dans les rayons de façon furtive pour récupérer tout ce qui est sur la liste de courses et ne rien oublier. Et puis, en rentrant à la maison, eh bien, peut-être que le boss des agents secrets nous a laissé une vidéo de félicitations. Alors, le boss, ça peut être vous déguisé avec un chapeau et une fausse barbe, par exemple. Il vous félicite d'avoir réussi la mission, vous avez été d'excellents agents. Ou alors,
dans chaque produit que vous avez acheté ou dans quelques produits que vous avez achetés, eh bien, vous retrouvez les morceaux d'une carte, par exemple. Et cette carte, eh bien, va vous permettre, dans quelques jours, d'aller faire une balade, d'aller faire une randonnée dans la nature, par exemple, parce que cette carte indique un circuit très particulier sur lequel il y a des indices qui ont été laissés par des extraterrestres, par exemple. Et l'agence pour laquelle, du coup, maintenant, vous êtes déjà agent secret, maintenant vous travaillez pour eux parce que vous avez réussi la première épreuve, eh bien, l'agence vous envoie sur les traces de ces extraterrestres qui laissent des traces de leur passage partout dans la nature. Ça peut être des traces de plein de façons différentes, des empreintes, des couleurs particulières, etc. Dans la nature, de toute façon, c'est très facile de trouver des traces de présence d'extraterrestres parce qu'il y a plein de choses étranges que l'on ne comprend pas et qui pourraient donc être d'origine extraterrestre. Bref, voilà comment transformer des courses en une histoire passionnante et si vous avez envie de faire ça, si c'est quelque chose qui vous motive, vous allez voir que ça va motiver vos enfants énormément. C'est une baguette magique de rajouter de l'imaginaire dans la vie quotidienne. Alors si vous êtes motivé, si ça vous fait rigoler, si vous trouvez ça intéressant, eh bien n'hésitez pas, mettez de l'imaginaire dans votre vie et il va y avoir une vidéo très prochainement sur comment on construit un imaginaire avec plein d'exemples qui vous permettra de peut-être en savoir plus si ça vous intéresse. Hey, bonjour à tous, moi c'est Alex, à l'expérience. Si vous ne savez pas qui je suis, c'est pas grave, vous pouvez juste regarder la vidéo introductive qui explique qui est Aline et qu'est-ce que je fais dans ces vidéos. Aujourd'hui, je vous propose une prescription expérimentale, je vous propose un challenge. Je vous propose de faire manger à vos enfants un légume qu'ils ne connaissent pas encore. Alors évidemment, pas sous la contrainte, évidemment pas en les menaçant, mais en leur donnant envie. Alors avec Aline, vous avez déjà vu plein de choses sur comment faire pour donner envie aux enfants. Alors pour ce légume, eh bien, je vous propose 2-3 petites techniques. Peut-être déjà que ce légume, en fait, ce n'est pas vous qui le choisissez. Non. Peut-être qu'en fait, vous avez pour mission de découvrir un nouvel aliment, mais que c'est votre enfant qui va choisir le légume qu'on va découvrir ensemble. Peut-être en plus que ce légume, il est possible de le cuisiner avec lui, ou il est même peut-être possible de lui confier la cuisine de ce légume, si la cuisson n'est pas trop compliquée, ou bien si la préparation est assez simple. Peut-être faire une petite sauce pour l'agrémenter, pour tremper le légume dedans, ou je ne sais quoi d'autre. Vous êtes convaincu que ce légume est délicieux et qu'en plus il apporte plein de choses fantastiques. Alors vous pouvez expliquer à l'enfant pourquoi on essaye de varier son alimentation, pourquoi on ne mange pas toujours la même chose. Eh bien que ça permet de faire grandir le corps, que ça permet aux organes de se développer. Je pense que vous pouvez même leur donner des informations qui sont vraiment scientifiques parce que les enfants sont tout à fait capables de comprendre. Et ça ne suffit pas de leur donner des bonnes raisons de manger des bonnes choses, mais ça apporte quand même du sens et ça permet, en plus de votre propre enthousiasme et du goût délicieux de ce légume que vous êtes en train de découvrir, ça permet de rajouter de la motivation. Et puis, si vous avez envie de rajouter un petit peu d'imaginaire dans votre vie, je crois savoir que pour devenir des agents extrêmement secrets, extrêmement rapide, extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement adaptable et extrêmement malin, il faut absolument varier son alimentation parce que sinon nous n'avons pas assez de force, sinon notre cerveau ne se développe pas correctement et sinon nos jambes non plus n'auront pas les qualités nécessaires pour courir très vite en cas de nécessité. Alors il faut pour cela varier son alimentation. Vous pouvez dans votre cuisine afficher le panneau des différents aliments qu'il faut consommer par exemple dans la journée ou dans une semaine et vérifier avec votre enfant que votre alimentation est bien adaptée à l'alimentation d'un agent très spécial. J'espère que cette prescription expérimentale sera délicieuse et très intéressante. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires bien sûr et à très bientôt. Ciao! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a paru intéressante, si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à faire part de vos commentaires, de vos propres expériences dans les commentaires sous la vidéo parce que ça enrichit le savoir collectif et ça c'est vraiment super, c'est vraiment la démarche que j'ai envie pour ces vidéos. Et j'ai envie qu'on n'oublie pas, nous tous qui participons à l'éducation des enfants, que en fait, les enfants ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du bon sens, ils ont de l'intelligence, ils savent ce qui est bon pour eux, ils sont
spontanément dynamiques et curieux. Nous les adultes, on a juste à faire en sorte que leur mode de vie, que leur milieu, que leur environnement soit propice pour les laisser exprimer qui ils sont, parce que ce sont des êtres fantastiques, merveilleux, parfaits, et que nous on a juste à les accompagner dans leur propre éducation et dans leur épanouissement. Je vous souhaite une bonne expérience. Amusez-vous bien si vous avez envie de mettre un peu d'imaginaire dans votre vie. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!